Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'hiver 2025 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et aujourd'hui, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette formation où on va parler de littératie, on va parler de littérature jeunesse. Et puis, je suis très heureux en même temps de souhaiter la bienvenue à Madame André Poulain qui sera notre formatrice aujourd'hui. Alors, quelques consignes avant de passer le micro. Veuillez noter que cette formation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines sur le site Internet du Centre Franco. Pendant cette formation, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à soit utiliser votre micro ou encore à utiliser la boîte de clavardage. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation qui, grâce à son financement, rend possible cette formation aujourd'hui. Alors, les petites nouvelles, les petites consignes sont dites. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente formation. Et puis, je passe maintenant la parole à André. C'est à toi. Merci Louis. Plaisir. Oui, j'ai partagé mon écran. Alors bonjour tout le monde, ça me fait grand plaisir d'être avec vous cet après-midi. Merci d'être là. Un mercredi après-midi, après des jours de tempête, vous êtes peut-être encore très enneigés. Alors bravo pour votre engagement et votre présence. Surtout, n'hésitez pas, au fur et à mesure que je vous raconte des choses pendant la formation, si vous avez des questions, clarifications, ne soyez pas gênés, on n'est pas nombreux, donc on a le temps de s'arrêter. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un très bel oiseau et une citation d'une maison d'édition qui dit « Les oiseaux ont des ailes, les enfants ont des livres ». Nous, malheureusement, les humains, on ne peut pas s'envoler, on n'a pas d'ailes, mais grâce à la lecture, on peut s'envoler dans notre imagination. Alors, comme vous avez deviné, on va parler de lecture aujourd'hui. Un instant, je change d'écran. Voilà. Alors, je vous dis deux mots sur moi. Je suis une auteure qui publie des livres depuis une vingtaine d'années. J'ai publié une soixantaine de livres. En passant, je sais qu'il y a des gens de la région d'Ottawa, de Castleman. Moi-même, je suis une franco-ontarienne. J'ai grandi à Orléans, en Ontario. Je suis une ancienne de l'école secondaire Garneau. Alors, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les albums illustrés que j'ai publiés. Et j'ai aussi publié des romans pour les jeunes plus vieux. Et j'ai publié pour les enseignants un manuel aux éditions Chenelière sur quoi faire avec l'album jeunesse en salle de classe. Parce que moi, depuis une vingtaine d'années, je fais beaucoup d'animations dans les écoles pour expliquer le métier d'auteur, comment on écrit une histoire, mais surtout pour donner aux jeunes le goût de lire. D'accord? Et ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous donne un peu de théorie, mais pas beaucoup. On va parler des bénéfices et de l'importance de la lecture, mais surtout, je vais vous donner des trucs pratiques, hein, des trucs, des astuces pour donner le goût de lire à vos élèves. Je vais vous donner pendant l'atelier beaucoup d'informations. Alors, vous êtes bienvenus de prendre des photos, prendre des notes, mais je vais vous dire que à la fin. Oui, Madame Marie-Carmel, est-ce qu'il y a une question? Oh, non, je m'excuse. Je devrais fermer mon micro. OK, d'accord. Oui, vous aurez à la fin de l'atelier, je vais l'envoyer à M. Hull, un compte rendu très complet de tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, avec les noms des livres, les sites les liens pour les sites, etc., etc. D'accord? Alors, allons-y. On commence avec la question qui tue. Hein, la question très importante. Et là, vous êtes 4 participants. Si quelqu'un veut répondre, simplement lever la main et nous donner une réponse. D'après vous, surtout vous êtes des enseignants, vous avez une opinion là-dessus. Quel est le plus grand défi d'amener les jeunes en 2025 à lire? C'est une question pour vous. Qui a envie de répondre? Qu'est-ce qui est le plus difficile d'amener les jeunes d'aujourd'hui à lire? Est-ce que quelqu'un veut se hasarder? Ou voulez-vous l'écrire dans le clavardage? Si vous ne voulez pas ouvrir votre caméra? Non, personne n'a d'idée. Qu'est-ce qui est le plus difficile d'amener les jeunes d'aujourd'hui à lire? Alors, allons-y, on continue.
Eh bien, souvent, ce sont les écrans, hein? Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Donc, le livre, la lecture est face à des géants. Et ça, c'est pas facile à la fois pour les enseignants et pour les parents. D'accord? On est passé d'une culture de l'imprimé à une culture du visuel et de la vidéo surtout. D'accord? C'est pas rare maintenant de voir de très, très jeunes enfants de 1 an, même 2 ans, être très, très, très à l'aise et habiles avec des écrans. D'accord? Mais pour revenir à la lecture, comme vous le savez, vous êtes des enseignants, la lecture, c'est la fondation de tous les apprentissages, hein. La lecture, c'est aussi une condition de la réussite scolaire. Un enfant qui a de la difficulté à lire, il y a des grandes chances qu'il va avoir des difficultés à l'école. D'accord? Euh, le problème qu'on a en 2025 vis-à-vis de la lecture, et moi je l'entends souvent dans des écoles parce que je fais des animations d'auteurs dans les écoles, c'est que les jeunes me disent, moi j'aime pas lire, c'est plate lire. Donc, il y a une attitude négative à l'égard de la lecture. Il y a une grande, grande diminution du temps que les jeunes, du temps de lecture, d'accord, des jeunes, au profit des écrans, évidemment. Et l'intérêt pour la lecture diminue encore plus à mesure que les jeunes vieillissent. Rendus à l'adolescence, hein, quand ils sont secondaires, souvent, les médias sociaux, les écrans, les jeux vidéo deviennent encore plus importants. Oh, pardon. Voilà. Donc, le grand, grand défi de la lecture en 2025, c'est d'amener les jeunes à lire, pas seulement à l'école, mais à la maison aussi, donc de leur donner le goût de lire. Pas de leur dire, ah, tu vas lire parce que c'est bon pour toi, tu vas être bon à l'école, tu vas mieux réussir, mais de juste lui donner envie de lire pour le plaisir. Vous, les enseignants, avec vos élèves, vous leur apprenez, vous leur donnez une compétence à lire, d'accord? Vous leur montrez comment lire. Mais moi, je ne suis pas un enseignant, je ne suis pas une pédagogue, je suis une auteure. Et moi, ma préoccupation principale, c'est comment donner le plaisir de lire. Donc, dans les écoles, on met beaucoup d'énergie sur le comment, mais je crois que les enseignants pourraient aussi consacrer un peu de temps et d'énergie au plaisir de lire, parce que c'est ça qui va les amener, les jeunes, à la lecture. Et on a souvent comparé les professeurs à des passeurs. Vous savez, un passeur, c'est quelqu'un, mettons, qui aide un passager à passer à traverser une rivière, hein, ou un endroit difficile. Donc, les professeurs, ils sont comme des passeurs. Et ça, c'est Yves Nadon, qui est un professeur de carrière, qui a beaucoup, beaucoup fait la promotion de la lecture. Et Yves Nadon, lui, il dit, les livres, c'est comme les légumes. Si tu les mets sur la table, hein, sans les apprêter, les enfants ne voudront pas les manger. Donc, si les livres ne sont pas bien présentés, les jeunes n'iront pas vers la lecture. Donc, les professeurs sont des passeurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est de vous donner des outils pour donner le plaisir de lire à vos élèves. Là, je m'excuse, de temps en temps, je vais me moucher parce que je crois que j'ai un rhume qui commence. Donc, excusez-moi 2 secondes. Donc, on commence par une petite section théorique. Il n'y aura pas beaucoup de théorie, je vous promets. Ça va être surtout des trucs concrets et pratiques, mais une petite section théorique sur la lecture à voix haute en salle de classe. Parce que lire à vos élèves à voix haute en classe, c'est vraiment une des meilleures façons de leur donner le goût de lire, de leur donner la piqûre de la lecture. J'ai envie de vous demander, puis vous pouvez me répondre dans le clavardage si vous voulez, est-ce que certaines d'entre vous faites la lecture à voix haute en classe à vos élèves? Ça me fait plaisir de vous lire dans le clavardage. Attendez, je vais juste l'ouvrir. Oh, Manon dit tous les jours, formidable, excellent. Oui, Madame, je ne sais pas si je prononce bien, Marieke, quel joli nom.
Marieke, Madame Justine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Un instant. Donc, on va parler, mais c'est formidable, vous faites déjà la lecture à voix haute. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. Ah, Madame Justine va nous dire ce que... OK. Alors, oui, tous les jours aussi. Alors voilà, on continue. Allons-y dans la lecture à voix haute. Je vais vous présenter très rapidement le potentiel pédagogique de la lecture à voix haute parce qu'il est il est vaste, il est énorme, il est riche, le potentiel. Donc, la lecture à voix haute, c'est une belle façon que les élèves apprennent de façon détendue, en douceur, et ils apprennent sans même s'en rendre compte. Plaisir de la lecture à voix haute. Voici les 12 bénéfices. Le premier, c'est le modelage. Quand vous lisez à voix haute à vos élèves, d'accord, euh, vous leur montrez à penser et agir comme un lecteur. Et ça, c'est une organisation américaine qui s'appelle Reading Rockets. Puis eux, ils disent que lire à voix haute aux enfants, c'est la façon la plus efficace de leur montrer comment agir comme lecteur. Donc, le modelage. Quand vous leur lisez à voix haute, ils vous entendent prononcer des mots, articuler, faire des prédictions même. Est-ce que le gros méchant loup va vraiment manger le petit chaperon rouge? Vous faites des prédictions. Ils vous entendent lire de façon fluide. Peut-être même qu'ils vont vous entendre faire des erreurs. Pas vous, là, vous ne faites jamais d'erreur. Non, mais quand un élève entend son prof se tromper, vous dites, ah, ben oui, regardons, j'ai buté sur ce mot-là, c'est pas grave, je me reprends. Donc, les élèves apprennent qu'ils ont droit aussi à l'erreur. D'accord? Ça, c'est le modelage. Deuxième bénéfice de la lecture à voix haute, les connaissances. Vous développez leurs connaissances en leur lisant des histoires. Et les recherches disent que 90% de nos connaissances, celles qu'on a gardées dans notre cerveau, on les a acquises par le biais des histoires. Et pourquoi? C'est parce que dans les histoires, il y a des émotions. Et quand il y a des émotions, on se rappelle, on se souvient mieux des connaissances. D'accord? Donc, développer les connaissances. Évidemment, quand vous leur lisez une histoire, vous leur transmettez des connaissances, des valeurs, des principes, des leçons de vie. Et je vous donne un petit exemple très simple ici. Ça, c'est un de mes albums qui s'appelle Manchot au chaud. Et vous leur lisez cet album-là, ça va vous prendre en classe à peu près 12 minutes. Et en 12 minutes, avec cette histoire-là, vous avez parlé de géographie, d'environnement, de marée noire, de biologie, de faune, c'est les manchots, d'engagement citoyen, de résolution de problèmes et de tricot. Tout ça dans une petite histoire que vous leur avez lue en 12 minutes. Alors, la lecture à voix haute, le potentiel interdisciplinaire est absolument fabuleux aussi au niveau des connaissances. Troisième bénéfice de la lecture à voix haute, et je pense que c'est particulièrement utile pour vous qui enseignez en Ontario, donc dans un contexte où le français est minoritaire, c'est la compréhension. En leur lisant à voix haute en salle de classe, vous pouvez leur expliquer l'histoire, des mots qu'ils ne comprennent pas, les guider, clarifier, les aider à interpréter. D'accord? Donc, vous pouvez faire ça. Pardon. Et ce qui veut dire que vous pouvez leur lire des textes qui ne sont pas au-dessus de leur niveau de compréhension, mais qui sont au-dessus de leur niveau de lecture. En d'autres mots, ils ne les liraient pas seuls parce que c'est des textes trop compliqués, mais quand vous leur lisez à voix haute, ils sont capables de les lire. D'accord? Et ça permet aux élèves de découvrir des choses qu'ils n'auraient peut-être pas explorées eux-mêmes. Donc, renforcer la compréhension. Quatrième bénéfice, les émotions. Lire, c'est ressentir. D'accord? Donc, en leur lisant en classe à voix haute, vous allez stimuler leur sensibilité, les aider à mieux comprendre leurs propres émotions et renforcer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. D'accord? Le langage des émotions. Parce que quand on lit une histoire, on se met dans la peau du personnage. Si le personnage a peur, on peut avoir peur. S'il trouve ça drôle, des fois on rit. S'il y a beaucoup de peine, ça nous arrive de pleurer. Et ça, qu'est-ce que ça fait, cette lecture-là? Ça amène les jeunes à développer leur empathie. D'accord? Et ça, les recherches l'ont démontré, la lecture favorise l'empathie. Cinquième bénéfice de la voix haute, la capacité d'écoute.
En 2025, les chercheurs se rendent compte que notre capacité d'écoute, elle est beaucoup moins grande maintenant qu'il y a 30 ans. Je vous pose la question. Vous pouvez me répondre dans le clavardage si vous voulez. Pourquoi vous pensez qu'on écoute moins bien aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans, d'après vous? Quelle serait la raison? Est-ce que quelqu'un veut écrire une réponse? Ah, je vois. Oui, la technologie, la capacité d'attention. Exactement. Vous avez bien raison. Allons voir. Notre capacité d'écoute recule comme société, justement parce qu'on est entouré d'écrans. Il y a trop d'écrans autour de nous. C'est le visuel beaucoup. Et pensez à nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents qui écoutaient les parties de hockey à la radio. Si on demandait à un jeune de 10 ans aujourd'hui, est-ce que tu veux ce soir écouter la partie de hockey à la radio? Ça veut dire vraiment écouter. Oui, Madame Justine, elle me dit l'écran, vous avez bien raison. Donc, l'écran a fait notre capacité d'écoute est moins grande, alors que c'est très, très important de savoir écouter parce qu'il y a un lien très direct entre l'écoute et la compréhension. Si tu n'es pas capable de bien écouter, il y a des bonnes chances que tu vas comprendre moins bien. Donc, la capacité d'écoute, ça se cultive. Madame Manon m'écrit, ouais, écoutez, un balado même, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de visuel. Vous avez bien raison. Donc, lire à voix haute en classe à vos élèves, ça va renforcer leur capacité d'écoute. Évidemment, le vocabulaire, un des plus beaux bénéfices de la lecture, on enrichit notre vocabulaire, surtout dans un contexte comme l'Ontario, où des fois le français est une langue seconde. Donc, le vocabulaire. Septième bénéfice de la lecture à voix haute, c'est ce qu'on appelle la littératie visuelle. Bien, ça, c'est surtout pour les albums illustrés, il y a beaucoup d'illustrations, parce que les élèves, en les lisant ou quand vous leur lisez, ils vont développer leur appréciation artistique, analyser les illustrations. Excusez-moi, mon Dieu. Renforcer leur esprit d'observation. Ils vont trouver des petits détails. Qu'est-ce que l'illustrateur a caché? C'est quoi son style? Comment il se sert de la couleur pour raconter l'histoire? Donc, ça, c'est la littératie visuelle. D'accord? Alors, regardez, ça, c'est 4 illustrations de quatre de mes livres différents. Alors, vous voyez comment le style est très, très, très différent d'une illustration à l'autre, d'un artiste à l'autre. On pourrait passer une demi-heure à comparer et analyser les styles. D'accord? Ça, c'est la littératie visuelle. Huitième bénéfice de la lecture à voix haute, c'est un tremplin vers l'écriture. Vous savez, moi, quand je vais en salle de classe puis je fais une animation d'auteur, souvent, après, les jeunes viennent me voir et me disent André, moi aussi, j'ai une idée, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela, j'ai une idée pour une histoire. Donc, quand vous leur lisez à voix haute, OK, c'est d'abord vous leur donnez des modèles. Comme les élèves, ils vous écoutent lire, ils peuvent entendre comment l'auteur, là, il a commencé son histoire. Comment il a développé ses dialogues? Comment ils se parlent, les personnages entre eux? Comment il a créé du suspense? Ou comment il a écrit une fin qui est wow? Tout ça, c'est des éléments dont vous pouvez discuter quand vous lisez en classe à voix haute à vos élèves. Et ça va leur servir pour leur propre projet d'écriture. Un autre très beau bénéfice de la lecture à voix haute en salle de classe, c'est les discussions. Vous lisez une histoire et après, on échange, on jase, on compare nos impressions, nos opinions. Même ça aide les jeunes à mieux comprendre une histoire, parfois en écoutant les commentaires des autres. Un élève va dire, ben moi, la fin, là, j'ai pas compris ça comme ceci, j'ai plutôt compris ça. Donc, ça favorise la compréhension mutuelle. D'accord? Dialogue et le débat. Culture littéraire, 10e bénéfice. D'accord? En leur lisant à voix haute en salle de classe, vous pouvez leur présenter différents genres. On va les explorer tantôt, ces genres-là. Et ça, c'est vraiment fantastique de les ouvrir à d'autres types de livres.
11e bénéfice de la lecture à voix haute en salle de classe. Les anglophones, ils appellent ça le literary bonding. Bond, c'est le lien qui se crée entre l'enseignant qui lit à ses élèves. Moi, j'ai dit, c'est comme la complicité, d'accord? Parce que vous savez, quand vous lisez à voix haute à tous les élèves, ensemble, vous entrez dans l'histoire, vous allez vivre des émotions, OK? Et ça développe un sentiment d'appartenance, une complicité, d'accord? Et le 12e bénéfice de la lecture à voix haute, évidemment, c'est de donner le goût de lire aux jeunes, la motivation. Donc, si vous leur lisez à voix haute avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme, ils vont peut-être se dire, « Ah ben, c'est vraiment agréable de lire, j'aime ça. » D'accord? Ça va peut-être même donner le goût à des non-lecteurs de lire aussi par eux-mêmes. D'accord? J'avais dit les 12 bénéfices de la lecture à voix haute, mais regardez, je vais vous en donner un 13e, et le voici. Quand vous leur lisez une histoire, le 13e bénéfice, c'est que ça crée pour eux un moment débranché. C'est du temps sans écran. D'accord? Parce que quand le jeune a un écran devant lui, hein, ça ne fait pas travailler son imagination. Hein? Et l'Internet, là, c'est du tout cuit dans le bec. Alors que quand vous leur lisez une histoire, ça fait travailler le muscle de leur imagination. Très belle expression. Hein? L'enfant, il peut se faire son théâtre dans sa tête. D'accord? On continue. Alors, je vous ai parlé de lecture à voix haute. Je sais que, Madame Manon, vous vous enseignez en 5e. Il y a quelqu'un d'autre à Toronto qui enseigne à des plus vieux aussi, je crois. Donc, c'est pas parce que vos élèves ont 10 ans, 12 ans, même 14 ans que vous ne pouvez plus leur lire à voix haute. Au contraire, c'est à cet âge-là qu'ils ont tendance, les jeunes, à s'éloigner de la lecture et à aller beaucoup vers les écrans. D'où l'importance de continuer à leur rappeler le grand, grand plaisir de lire et de se faire lire une histoire. D'accord? Voilà. Donc, maintenant que je vous ai parlé des bénéfices de la lecture à voix haute, explorons différents types de livres que vous pouvez faire découvrir à vos élèves qui connaissent peut-être même pas, parce que chaque élève a des intérêts et des goûts différents. Donc, le grand défi, c'est de trouver, pour chacun d'abord, trouver pour chacun ce qu'il va aimer lire, d'accord? Alors, c'est pour ça que moi, je dis toujours aux enseignants, essayez d'offrir une grande variété de livres. Des livres miroirs, où on se reconnaît, des livres fenêtres hein, qui nous ouvrent les horizons sur d'autres univers, ou des livres portes, hein, où on entre carrément dans un univers. Alors, on commence avec les albums illustrés. Excusez-moi. Donc, c'est très, très, très gagnant de lire à voix haute à vos élèves ou de leur en offrir en classe ou de les attirer à la bibliothèque vers les albums qui font rire, parce que ça, c'est toujours gagnant avec les jeunes. D'accord? Alors, Élise Gravel, qui est une auteure du Québec, qui est, je pense, l'auteure la plus connue et la plus vendue au Québec, très, très, très populaire. Elle est aussi très, très drôle. Alors, vous voyez celui-ci, ici, c'est l'histoire des petits bonhommes, des enfants qui disent « c'est pas moi, c'est pas vrai, c'est pas juste ». Ça va évidemment beaucoup faire rire les enfants. Un autre album qui est vraiment pour moi un coup de cœur parce qu'il est très drôle, qui s'appelle « Mais où sont les cheveux de Momo ?» C'est l'histoire d'un clown dont la perruque n'arrête pas de s'envoler. J'aime pas ta robe. Ça, c'est vraiment très, très bien fait comme petit livre. C'est une petite bande dessinée pour les jeunes. Elle est très drôle et c'est entièrement construit en dialogue où le petit garçon dit à sa fille, « J'aime pas ta robe. » Alors lui, elle dit, « Oui, mais toi, ton sac à dos, il est très laid. » Donc, les deux enfants s'insultent comme le font beaucoup d'enfants et, croyez-le ou non, ils finissent par devenir des amis. Donc, un livre très, très chouette, très rigolo et surtout très réaliste.
Les livres interactifs, les albums, ça c'est vraiment pour des plus jeunes. Ça c'est formidable aussi pour les faire participer, pour qu'ils soient actifs pendant la lecture. Alors, Boom Bidoum, ça, comme vous voyez, c'est une petite créature qui arrive sur Terre, puis elle est perdue, et là elle essaie de retourner sur sa planète, mais l'enfant doit faire plusieurs des gestes que fait Boom Bidoum. Les livres de Hervé Tullet, qui est un auteur français, auteur-illustrateur, sont aussi très, très populaires parce qu'ils amènent les tout-petits à jouer, à faire des trucs avec les mains. Donc, des albums très, très, très interactifs. Ici, vous voyez, c'est un livre qui fait des sons. D'accord? Là, je voulais montrer celui-là. Il les cherche et trouve. Ça aussi, c'est très bien pour les petits. Ça, c'en est un des miens, pardon, des bisous wash, où il y a une petite fille qui fait une enquête et elle va demander à tous les animaux de la jungle, qu'est-ce que tu fais quand tes parents se donnent des bisous? Et le cherche et trouve, c'est parce que dans les illustrations, il y a 32 couples d'animaux qui se font des bisous, mais ils sont cachés. Donc, le lecteur doit les trouver. On appelle ça un cherche et trouve. Ah, voici un autre, les petites bêtises. C'est aussi un cherche et trouve à propos des enfants qui font des bêtises. Voilà. Et là, je vous parlais des albums. Et il y a des très, très beaux albums qui se publient maintenant pour des élèves plus vieux, pour des élèves de 5e, 6e année, même des élèves du secondaire. Donc, c'est pas parce qu'on a 12, 13, 14 ans qu'on ne peut plus lire des albums. Je vous en montre quelques-uns, d'accord? Celui-ci, ça, c'est un des miens, il n'y a pas de place chez nous, qui raconte l'histoire de deux frères qui quittent leur pays en guerre pour trouver un endroit en paix où vivre. Donc, vous voyez, ça, c'est sur le thème des réfugiés. Donc, c'est définitivement un livre pour des plus vieux. Les Étoiles de Jean Goldstein, publié chez La Pastèque, superbe album qui raconte une amitié, et c'est vraiment un sujet d'actualité, une amitié entre une petite fille juive et un petit garçon, non, pardon, un petit garçon juif et une petite musulmane. Donc, deux religions différentes. Les enfants, le garçon et la fille, ils ont une passion commune. Tous les deux veulent devenir astrologues, mais leurs parents leur disent, vous ne pouvez pas être amis, lui est juif, toi tu es musulmane. D'accord? Sujet d'actualité. Encore une fois, très beau livre pour des plus vieux. La case 144, un autre exemple, c'est un album qui parle d'itinérance et de gens qui vivent dans la rue, sur le trottoir. Pablo trouve un trésor, encore une fois, un album pour les plus vieux, sur le travail des enfants. Pablo et sa sœur, à chaque jour, au lieu d'aller à l'école, vont dans les déchets chercher du métal, du verre, du plastique pour vendre au recyclage, comme des millions d'enfants dans le monde présentement. Donc, ça, c'est pour présenter aux jeunes d'ici une réalité des enfants d'ailleurs. D'accord? Celui-là, il est absolument magnifique. Si vous ne le connaissez pas, je vous dis, courez à la bibliothèque le chercher. Ça s'appelle Cher Donald Trump. Et c'est un livre qui a été publié, en fait, quand Donald Trump était président des États-Unis la première fois, donc il y a 4 ans. Et c'est très, très drôle. C'est l'histoire d'un petit garçon qui doit partager sa chambre avec son frère. Et son frère n'est pas très respectueux, il fait beaucoup de désordre, il y a toujours la lumière allumée. Alors, le petit garçon, il décide qu'il va construire un mur au milieu de sa chambre, d'accord? Et il écrit, le petit garçon, des lettres à Donald Trump pour lui expliquer pourquoi il veut faire un mur dans sa chambre. C'est très, très drôle, mais en même temps, c'est un livre très riche pour 2 raisons. Premièrement, ça aborde le thème du vivre ensemble. Ça veut dire quoi? Partager sa chambre avec son frère. Quel compromis il faut faire. Et ça parle aussi, il y a un élément historique dans le livre, sur tous les grands murs dans l'histoire de la civilisation. Le mur de Berlin, après la Deuxième Guerre mondiale. La Grande Muraille de Chine. D'accord? Donc, c'est aussi un livre sur les murs. Voilà. On est toujours dans les albums. Là, je vous parle des albums, mais avec des thématiques, ce qui est très, très, très gagnant pour donner le goût de lire à des jeunes et surtout aux garçons, les livres sur le sport. Évidemment, il y a beaucoup d'albums sur le hockey. Vous en avez un ici qui est publié chez Ozu. Moi, j'en ai fait un sur Jacques Plante, qui a été un des premiers gardiens à porter un masque. Donc, le sport
très bonne façon d'attirer les garçons vers la lecture. Je vous présente maintenant les albums sans texte, OK, qu'on appelle aussi des déclencheurs de parole. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ben tiens, je vais vous poser la question, peut-être vous pouvez me répondre dans le cavardage. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les albums sans texte et qui travaillent avec eux dans leur classe? Madame Manon m'écrit. Ah, mais oui, formidable. Madame Manon, elle les écrit, elle les utilise pour écrire pour les faire écrire. C'est fantastique. Non, Louis ne les connaît pas et ni Justine, mais c'est formidable. Vous allez les découvrir parce qu'il y a des albums sans texte qui sont des chefs-d'œuvre. Donc, ce que c'est un album sans texte, le mot le dit, c'est un livre illustré où il y a zéro texte. Ce qui veut dire que l'enfant, ou c'est l'enseignante, si elle le lit devant ses élèves, n'a que les illustrations et il doit se construire lui-même l'histoire d'après ce qu'il voit dans les illustrations. Donc, c'est fabuleux pour faire observer les enfants, pour les faire raconter. Mettons qu'ils sont en première année puis ils ne savent pas écrire encore. Vous lui dites, regarde cette histoire-là, puis raconte-la-moi dans tes mots. Et vous pouvez, comme Manon, les utiliser pour les faire écrire. Alors, un des classiques dans les albums sans texte, qui a maintenant au moins 30 ans, mais qui continue d'être très, très, très populaire dans les classes. Excusez-moi, c'est Loup Noir, d'accord, de Antoine Guillopé. Ça, vraiment, c'est un classique. Si vous voulez commencer avec un album sans texte vraiment très fort, je vous encourage à lire Loup Noir avec vos élèves, à le présenter à vos élèves. Il est sûrement dans toutes les bibliothèques parce que ce n'est pas une nouveauté. Et c'est l'histoire très simple d'un petit garçon qui marche la nuit dans la forêt et il est suivi par un loup. Et tout l'album est en noir et blanc. Et là, il y a une question d'interprétation parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, il y a des dangers dans la forêt. Et là, le lecteur commence à se dire, mais est-ce que c'est vraiment un loup? Et là, je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas vendre le punch, mais c'est absolument magnifique. Et Loup Noir, la beauté d'un album sans texte, vous pouvez l'exploiter aussi bien avec des élèves de première année qu'avec des grands de 9e année. C'est un album tellement riche qu'il convient à plusieurs niveaux. Voilà, Loup Noir. Classe de Lune, c'en est un autre que j'aime beaucoup, de John Eyre. C'est un Américain. Mais comme il n'y a pas de texte, tout ce qui a été traduit, c'est le titre, Classe de Lune. Et c'est absolument magnifique. Ça, c'est vraiment un best-seller au niveau des albums sans texte. C'est l'histoire d'une classe, on la voit, là, qui prend l'autobus, ils s'en vont sur la Lune pour une journée et les élèves s'en vont dessiner sur la Lune. Il y a peut-être une époque où on fera ça un jour. Et une fois qu'ils ont dessiné sur la Lune, ils retournent tous dans l'autobus pour revenir sur la Terre. Mais l'enseignant oublie un élève sur la Lune. Okay? L'histoire commence comme ça et c'est très drôle parce que donc le petit garçon reste tout seul sur la Lune avec ses crayons de couleur et là, il se rend compte qu'il y a des habitants sur la Lune qui sont fascinés par ces crayons de couleur. C'est très mignon, c'est riche, il y a beaucoup d'inattendus, on ne sait pas où ça s'en va cette histoire-là. Le personnage est très attachant, donc encore une fois, très, très belle histoire pour faire raconter vos élèves ou les faire écrire. Et vous savez quoi, la beauté, à la fois de les faire raconter, de les faire écrire, c'est que vous donnez le livre à 5 enfants et vous allez avoir 5 histoires différentes. D'accord? Madame Manon, j'utilise justement les 3 albums de l'auteur. Oui, est-ce que vous parlez de John Eyre, Madame Manon? Il y a la classe de Lune, la classe de l'océan, puis il y en a un troisième, hein? Elle dit oui, c'est ça, je me souviens plus c'est quelle le troisième. Donc, vous les connaissez pas. Volcan, ils vont sur un volcan, formidable. Mais là, Madame Manon, vous êtes vraiment bien renseignée. C'est formidable. On continue à explorer différents genres. Là, je vous ai parlé d'albums sans texte. On va parler de chiffriers. Ça, c'est des albums, comme le mot le dit, qui vous permet de faire un peu de mathématiques. Il y a beaucoup, beaucoup de chiffriers pour des petits, première, deuxième, troisième année. Vous voyez, celui-là, il est très, très beau. C'est un chiffrier sur les animaux de l'Arctique où l'enfant, c'est les numéros de 1 à 10.
Donc, c'est à la fois l'enfant apprend à compter, donc ça, c'est maternelle, première année, de 1 à 10, mais il y a tout l'aspect documentaire sur les animaux de l'Arctique. Euh, donc, comme je vous disais, il y en a beaucoup pour des petits, mais il y en a maintenant des chiffriers aussi qui permettent de faire des mathématiques pour des plus vieux. Et celui-ci, je l'adore, il est très drôle. Et je vous dirais que c'est vraiment pour des quatrième, cinquième, sixième année, parce que les problèmes de mathématiques dans l'histoire sont assez complexes. Donc, c'est une famille qui, le jour de Noël, reçoit, le facteur vient leur livrer à la maison 3 pingouins. Et là, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 3 pingouins-là? Le lendemain, il y a une boîte qui arrive avec 6 pingouins. Le surlendemain, il y a 9 pingouins. Alors, plus l'histoire avance, bien là, vous voyez, ils vont se rendre à 365 pingouins. Donc, c'est vraiment un livre pour faire des mathématiques et c'est aussi très, très drôle. Ça, c'est ce qu'on appelle les chiffriers. D'accord? Celui-ci, les Leporello, OK, c'est ce qu'on appelle les livres accordéons. Je suis en train d'en écrire un. J'espère que je vais pouvoir le faire accepter par une maison d'édition. Ce sont des très, très beaux livres et il y en a pour les tout petits et il y en a pour les plus vieux aussi, des livres accordéons. Ça, c'est un tout récent qui a été publié chez Bayard de Gilles Thibault, qui est un auteur québécois très connu, et ça s'appelle Que fais-tu là? Et le livre, il s'ouvre comme ceci. Je l'avais, mais j'aurais dû sortir de ma pile. Et c'est l'histoire d'une petite tortue qui fait de l'unicycle, comme vous voyez. Et tous les animaux autour d'elle lui disent, ben voyons, tu peux pas faire ça, une tortue, ça fait pas ça. Mais elle continue, elle persiste. C'est très drôle et l'histoire s'ouvre, c'est ça, comme un accordéon. Ça aussi, c'est une auteure québécoise, c'est publié au 400 coups, c'est Dans ma ruelle. Et ça montre les enfants qui jouent dans la ruelle et la vie de ruelle. Encore une fois, format accordéon. Donc ça, c'est pour des plus jeunes, ça, je vous dirais troisième, quatrième année. Et je vous en présente pour des plus vieux. Donc, ça, c'est un Leporello, c'est un livre accordéon, mais qui est en fait un documentaire. Et celui-ci présente la terre sous mes pieds. Tout ce qui est sous terre, et souvent, on ne sait même pas que ça existe. Et il y en a un deuxième, regardez bien, qui s'appelle La mer sous mes pieds. Donc, un très, très beau format pour, euh, pour explorer soit une histoire ou soit des faits, comme dans un documentaire, mais aussi, vous savez quoi, pour faire créer les jeunes. OK? Donc, vous leur présentez un Leporello et là, vous leur dites, ben regarde, on va prendre 2 semaines, vous pouvez même vous mettre en équipe de 2, de 3 et vous allez créer votre propre Leporello. Madame Manon, vous qui connaissez bien les albums sans texte, est-ce que vous connaissez les livres accordéons? Juste curieuse, là, je ne vous mets pas de pression, là. Ah non, mais là, je suis contente. OK, je vous ai fait découvrir quelque chose. Tant mieux. On continue à explorer les livres. Bon, la poésie. Ce qui est vraiment fabuleux depuis quelques années, c'est que les maisons d'édition publient de la poésie pour les jeunes, autant pour les tout petits de première année que pour les plus vieux, pour les ados. Et c'est une poésie qui est très accessible. Là, je vous présente ce que vous voyez ici. Ça, c'est la collection de la courte échelle. Regardez comme les pages couvertures sont belles. Un recueil de poésie de Simon Boulris. Les garçons courent plus vite. Hein? Est-ce que c'est pas accrocheur, ça, comme titre? Donc, ça, c'est pour, je vous dirais, cinquième, sixième année, même secondaire. Et ce qui est très bien de cette collection-là de la courte échelle, c'est qu'il y a des fiches pédagogiques, d'accord, avec la poésie. Je vous ai dit, il y a de la poésie pour les petits. Ça, c'est un album de Mireille Levert et ça s'appelle Des poèmes monstrueux. Et chaque poème est sur un monstre. Donc, très, très rigolo. Ah, ça, c'est François Gravel, qui est un écrivain qui a beaucoup d'humour. Et lui, il a écrit un livre de poèmes qu'il appelle Comment insulter ses amis et autres poèmes débiles. Alors, je vous le dis, et il y en a 3, là, il y en a fait 3 autres. C'est très drôle. Les dessins de Laurent Pinabel sont très comiques aussi. Donc, ça, c'est une très belle façon d'amener les élèves qui résistent à la poésie, qui disent, ah non, c'est plate les poèmes, moi, je comprends rien là-dedans. Faites-leur lire des poèmes drôles. D'accord? On continue.
Voilà, ça c'est la fiche pédagogique dont je vous parlais pour la courte échelle, pour le recueil de poésie. J'en profite pour vous dire un petit mot au sujet des fiches pédagogiques. La plupart des maisons d'édition qui publient des livres jeunesse offrent aussi des fiches pédagogiques et c'est gratuit. Vous pouvez les trouver sur le site de la maison d'édition. D'accord? Une dernière suggestion de poésie, parce que c'est un livre que j'aime beaucoup, les haïkus. Les haïkus, c'est des petits poèmes japonais de 3 lignes. Et vous avez ici un mélange, un mélange de documentaire et d'une histoire, mais à la fois un documentaire. Donc, c'est des enfants. L'histoire raconte leur été, mais pendant l'été, ils créent des petits poèmes. C'est très, très beau. Voilà. Donc, on était dans la poésie. Et maintenant, je vais vous suggérer un autre genre, des biographies. Ça aussi, ça peut inspirer les garçons, souvent, qui sont plus intéressés par les documentaires. Alors, le joueur d'hockey que vous voyez ici, c'est un gardien de but qui est décédé depuis très longtemps. Il s'appelait Jacques Plante. Et il a été, en 1960, un des premiers gardiens à porter un masque. Et il y a toute une histoire autour du masque. C'est que on est en 1960, il n'y a aucun gardien de but qui porte des masques. Et lui, Jean Plante, était très souvent blessé parce qu'il recevait des rondelles au visage. Et quand il a commencé à porter un masque pour se protéger, les gens l'ont insulté. On l'a traité de peureux. Les gens lui lançaient des pelures de banane sur la patinoire. Et c'est ce que j'ai raconté dans cet album-là, qui est un album biographique, hein, qui raconte l'histoire de Jean Plante. Il y a une très belle collection de biographies à la courte échelle, hein. Vous voyez ici des femmes qui ont vraiment contribué à la société. Euh, on est toujours dans les documents. Oh, attendez, non, ça c'était les biographies. Là, nouvelle catégorie, les documentaires. Il se fait des documentaires aujourd'hui, s'en publie, qui sont très, très, très originaux, inventifs, bien illustrés. C'est plus les documentaires plates et un peu secs qu'on lisait il y a 30 ans, là. La façon de présenter les documentaires est vraiment devenue très, très créative. Je vous en montre un ici d'Élise Gravel parce qu'il est très drôle, mais sur un sujet très important, sur les fausses nouvelles, hein. C'est quoi des fausses nouvelles? Pourquoi il faut les prendre au sérieux? Qu'est-ce que ça peut faire, les fausses nouvelles? Donc, un documentaire. Et comme vous voyez, elle a choisi un sujet très humoristique, les culottes meurtrières. Donc, est-ce que ça se peut, des petites culottes qui pourraient tuer les gens? Voilà. On sent déjà la fausse nouvelle, n'est-ce pas? Toujours d'autres exemples pour vous montrer comment les documentaires sont devenus très inventifs. Alors, comment se promener avec un python sans se faire dévorer? D'accord? Documentaire sur un sujet d'actualité aussi, la gastro, c'est quoi? D'accord? Moi, j'en ai fait un documentaire et là, je parle aux gens de l'Ontario, évidemment. Le mien s'appelle À la découverte de l'Ontario français. Donc, ce n'est pas une histoire, c'est des faits, des gens, des endroits de l'Ontario français. On appelle ça un documentaire. J'en ai fait un autre ici, je vais vous le montrer, la bibliothèque qui s'appelle Pollution plastique. Ça, on est plus dans les sciences. Et je vais vous dire 2 mots sur la Bibliothèque des Amériques. Tantôt, je vais vous donner le lien. La Bibliothèque des Amériques, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un endroit, un site où vous pouvez aller pour lire des livres gratuitement avec vos élèves. D'accord? Je vous ai parlé des documentaires. Je vous parle aussi un petit mot sur les docu-fictions. Parce que moi, c'est un genre que j'aime beaucoup. J'en ai publié quelques-uns. Et qu'est-ce que c'est un docu-fiction? C'est un livre qui s'inspire d'une histoire vraie, mais qui la transforme en fiction, docu-fiction. Je vous donne un exemple. Petite beauté de Anthony Brown, d'accord, qui est un grand, grand, grand classique. Moi, je vous dirais, cet album-là, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est un livre qui est aussi approprié pour des élèves de première année que pour des élèves de 9e année. Je sais vous dire à quel point il est riche et il peut être lu à différents niveaux. Et pourquoi c'est un docu-fiction? C'est parce que le gorille que vous voyez ici, la voici, en fait, c'est une femelle, elle s'appelle Coco.
Et ça, c'est une gorille là, elle est décédée il y a quelques années, mais elle a vécu longtemps, une trentaine d'années aux États-Unis, et les chercheurs lui avaient appris le langage des signes. Alors, Coco, elle pouvait communiquer avec les gens, d'accord? Je pense qu'elle savait là, à peu près 1000 mots. Donc, elle est devenue très célèbre. Il y a eu des articles sur elle, des émissions. National Geographic a fait un film sur elle. Mais un jour, Coco, elle a dit en langage des signes aux chercheurs, aux scientifiques, elle leur a dit, je me sens seule. Alors, ils lui ont donné une amie, vous le voyez, un petit chien, pardon, un chaton. Alors, vous voyez. Et ensuite, pour le restant de sa vie, Coco, elle a toujours eu un chaton. Alors, Anthony Brown, comme vous voyez, oh pardon, je retourne en arrière. Oh, excusez-moi, je retourne en arrière. Voyons, j'ai de la misère. Pourquoi il ne veut pas? Excusez-moi, j'ai mon PowerPoint qui ne m'écoute pas. Il faut que je fasse ceci comme ça. Je voulais juste vous montrer Coco. Là, voici. Attendez. Bon, on y arrive. Bon, Anthony Brown, voilà. Désolée pour ça. Donc, vous voyez Coco, le gorille, avec sur la tête son ami chaton qui s'appelle Petite Beauté. C'est comme ça. Donc, ce livre-là est une histoire inventée, mais inspirée d'un fait vécu, de fiction. Moi, j'en ai fait quelques-uns. Je vous montre un autre exemple. Manchocho, je vous en ai parlé tantôt. C'est inspiré d'une histoire vraie. Il y a quelques années, il y a eu un accident en mer, une marée noire près de la Nouvelle-Zélande. Donc, un bateau qui a déversé sa cargaison de pétrole. Et évidemment, ça a fait beaucoup de dégâts sur les plages. Et dans cette région, il y avait des manchots qui étaient couverts de pétrole. Alors, les gens ont travaillé très, très fort pour nettoyer les manchots, pour les laver, et ils les ont réchauffés en leur tricotant des chandails. Donc, ça, c'est l'histoire vraie. Et moi, j'en ai fait un album qui s'appelle Manchot Chaud, qui est un docu-fiction, hein? Un mélange d'histoire vraie et d'histoires inventées. Ça, c'est la fiche pédagogique sur Manchot Show. Et j'en ai fait un autre. Alors, regardez, là, je vous montre quelque chose que personne n'a vu encore, parce que c'est mon prochain livre qui va sortir en librairie dans un mois et qui est aussi un docu-fiction, donc une histoire, un livre inspiré d'une histoire vraie et où il y a de la fiction. Et l'histoire vraie, c'est qu'il y a une toute petite île qui s'appelle l'île de Sable, près de la Nouvelle-Écosse, dans l'océan Atlantique. Et sur cette île-là, il y a des chevaux sauvages qui sont là depuis 200 ans. Et en 1960, le gouvernement du Canada a dit, il y avait à peu près 250 chevaux sur l'île. Le gouvernement a dit, ah non, ces chevaux-là, là, ils vont pas bien, l'hiver, ils n'ont rien à manger, ils meurent de faim. On va les sortir de l'île et on va les envoyer à l'abattoir. Ça, c'est sorti dans les journaux. Et là, il y a des enfants de partout au Canada qui ont écrit au premier ministre, c'était Diefenbaker à l'époque, et qui lui ont dit, s'il vous plaît, ne touchez pas aux chevaux sauvages de l'île de Sable. Et donc, ça, c'est l'histoire vraie. Et comme vous voyez, le gouvernement a changé d'idée parce qu'il y a encore des chevaux sauvages sur l'île de Sable. Maintenant, c'est Parc Canada qui s'en occupe. Et c'est ce que j'ai raconté. Oh, pardon. C'est ce que j'ai raconté dans mon livre Comment sauver tes chevaux sauvages, docu-fiction. Je vous encourage. Moi, j'ai tout un atelier au complet sur les docu-fiction parce que c'est des livres très, très, très intéressants. Et là aussi, c'est des livres qui peuvent amener les jeunes à écrire. Vous pourriez très facilement dire à vos élèves, tu vas choisir une histoire qui est vraie, en fait un peu de recherche sur Internet, choisis une histoire vraie, et ensuite, tu vas créer un élément de fiction autour de cette histoire-là. D'accord? Je vous ai parlé beaucoup d'albums, mais vous pouvez aussi enligner vos élèves vers les romans, évidemment. Et si vous voulez lire en classe avec eux à voix haute, très facile de lire un chapitre par jour. Moi, ça, c'est mon roman le plus populaire, le plus vendu, et c'est de tous les romans, celui où les enseignantes m'écrivent qu'ils le lisent à voix haute à leurs élèves, la plus grosse poutine du monde, un chapitre par jour. Roman policier, hein, pour des élèves qui aiment les mystères, qui veulent essayer de déterminer, voyons ici, qui le voleur de sandwich dans cette histoire-là.
très populaire auprès des jeunes. Un autre type de roman qui est aussi très, très populaire auprès des jeunes, et on le voit dans les chiffres de vente en librairie, c'est les romans pour les jeunes qui font peur, hein. Et la Courte Échelle a une collection qui est très, très populaire, euh, qui s'appelle la collection noire. Je vois que, Madame Manon, vous m'avez écrit une question dans le clavardage. Est-ce qu'il y a une fiche pédagogique sur la plus grosse poutine du monde? Oh mon Dieu, vous venez de tomber sur le gros lot. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont développé du matériel pédagogique. Il y a un quiz de lecture, il y a un cahier de l'enseignant, il y a un cahier de l'étudiant. Tout ce matériel-là est gratuit et il est sur mon site web. Alors, il est là pour les enseignants, d'accord? Pour la plus grosse poutine du monde. Vous avez beaucoup de leçons déjà prêtes dans du matériel qui a été créé par des enseignants. Même chose pour la collection noire de la Courte Échelle. Il y a des fiches pédagogiques aussi qui sont très, très bien faites. Ça me fait plaisir, Madame Manon. Les romans graphiques aussi. Ne vous privez pas de lire ou de présenter les romans graphiques à vos élèves parce que pour les lecteurs qui sont un peu moins à l'aise, qui sont plus réticents, les romans graphiques, c'est comme une espèce de transition entre la bande dessinée et le roman. Donc, c'est une bonne façon de les amener à lire. Ben là, je vous dis des bandes dessinées. Les bandes dessinées n'ont pas bonne réputation, hein. Il y a beaucoup de parents ou d'enseignants qui disent « Oh non, moi, je veux pas, ils veulent juste lire des bandes dessinées. » Mais vous savez quoi? Il y en a qui sont très, très bien faites, vraiment qui sont excellentes. Et aussi, mieux vaut lire des bandes dessinées que pas lire du tout. Les jeunes peuvent apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les bandes dessinées. Et finalement, les revues. Aussi, de très, très bons outils pour stimuler la lecture. Et regardez, il y en a pour tous les groupes d'âge, la lecture. D'accord? Je vous dis quelques mots sur quelques suggestions pour comment amener vos élèves en classe à lire de façon autonome. Pour chacun de ces sujets-là, comme par exemple les cercles de lecture, on pourrait faire un atelier complet de 3 heures juste sur les cercles de lecture. Moi, c'est juste un petit rappel ici pour vous dire, il y a énormément de matériel pédagogique aussi sur les cercles de lecture, mais c'est une approche aussi moi, je pense qu'il est très porteuse avec les jeunes, hein, de les amener à lire en groupe. Partenaires de lecture, même principe, hein. On lit à deux, on s'entraide, on en jase, on en discute. D'accord? Pour amener vos élèves, OK, à développer leur concentration. Parce que c'est ça qui est difficile souvent pour la lecture. La lecture, c'est pas un écran, là. Il faut travailler, il faut décoder. Donc, pour les amener à développer leur concentration et leur endurance en lecture, je vous dirais, faites-le à tous les jours, hein. Donnez-leur à chaque jour un moment de lecture autonome. OK? Vous pouvez commencer avec des petites périodes, 10 minutes, on va lire 10 minutes. Une semaine plus tard, on lit 15 minutes. D'accord? Routine quotidienne. Alors, j'aime beaucoup cette caricature-là qui dit que la lecture, c'est comme une vitamine, hein. On en prend tous les jours, même si c'est juste 5 minutes par jour. Donc, la fréquence de la lecture, que ce soit une lecture partagée, une lecture autonome, la fréquence est importante aussi. D'accord? Là, je vous présente maintenant en vrac des activités pour faire vivre le livre dans votre classe. Parce que, souvenez-vous, ce que vous voulez, c'est évidemment leur donner la compétence à lire, mais surtout leur donner le goût de lire, leur donner le goût qu'ils aillent eux-mêmes se chercher un livre. Donc, le coin lecture en salle de classe. Pardon. Vous avez ici des modèles. Ça peut être quelque chose d'aussi simple qu'un tapis et des coussins. D'accord? Ça, j'ai vu dans des classes des tentes de lecture. Je trouve ça très, très chouette. Ça peut être une table avec des couvertes, voilà. Boîte en carton, un hamac en classe. Toujours dans l'aménagement de la classe, mettez des livres en vedette, hein, le long du mur, hein, sur des porte-livres. Ça, j'ai vu ça dans une école à Orléans. Hein, l'enseignante, elle avait un petit tableau, comme vous voyez, et à chaque semaine, elle mettait un album différent. Et là, elle mettait une question sur le tableau au-dessus de l'album. Et là, vous voyez, l'album s'appelle La corde à linge magique. Et là, elle disait, quel message est-ce qu'on va découvrir sur la corde à linge?
Vous voyez? Ça, c'est pour piquer la curiosité de ses élèves. D'accord? Livre en vitrine, très belle activité, initiative que j'ai eue dans une école aussi à Orléans, et ça, c'était à l'entrée de l'école, dans le corridor. Chaque prof avait fait prendre sa photo avec une copie de son livre préféré. Et je me disais, waouh, quelle belle idée, parce que ça donne un message que les enseignants aussi lisent, qu'ils ont des livres préférés. Et la bibliothécaire de l'école me disait que plusieurs des livres que les élèves voyaient dans les photos, ils allaient à la bibliothèque pour demander à la bibliothécaire si ces livres-là étaient sur les rayons. On continue. Mascotte de lecture, ça, c'est pour les petits. Ça peut être très, très agréable, hein. La mascotte de lecture, les marionnettes à doigts pour lire, la lumière tamisée quand on a une période de lecture. Ça, les élèves adorent ça aussi. Chacun apporte sa lampe de poche. On met la classe dans le noir et on lit à la lumière, à la lueur de la lampe de poche. Donc, ça, c'était vraiment pour créer des moments spéciaux de lecture, hein, de créer un peu d'excitation autour de la lecture. Une autre façon de faire ça, c'est d'associer lecture et nourriture. Bon, je sais que dans bien des classes, maintenant, ça commence à être difficile à cause des allergies et tout, mais je vous présente quand même des idées que vous pourrez adapter. Vous pourriez vous dire à vos élèves, OK, vendredi après-midi, on se fait une session popcorn lecture. Les cacahuètes de Babette, ça, c'est un de mes petits romans où il y a, dans le roman, une recette de chocolat qui pétille. Et ça a été fait dans une classe. L'enseignante, elle a lu l'histoire à ses élèves et ensemble, après, ils ont fait des chocolats qui pétillent. C'est simplement du chocolat fondu avec du sucre qui pétille. Et ça crée des souvenirs de lecture pour les jeunes, hein, qui vont garder toute leur vie. Voilà les fameux chocolats qui pétillent. Ah, ça, c'est un de mes albums de Noël récents qui parle de pète de sœur et j'ai eu beaucoup de photos d'enseignantes qui ont lu l'album à leurs élèves et qui, après, ont mangé des pètes de sœur. D'accord? Poutine, il y a beaucoup, Madame Manon, vous me demandiez tantôt, est-ce qu'il y a du matériel pédagogique? Vous allez voir là, quand vous irez sur mon site. J'ai peut-être oublié de vous le dire. Attendez, je vais le mettre ici, le nom de mon site. Est-ce que je peux aller dans le clavardage? Oui. Donc, c'est très simple, c'est andrépoulain.ca. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont lu avec leurs élèves La plus grosse poutine et qui ont fait toutes sortes de projets de création, d'écriture, de mathématiques autour de la poutine. Vous voyez ici, ils devaient créer une poutine. On est toujours dans les activités autour du livre. Vous pourriez encourager vos élèves à faire un scrapbook, hein, ils appellent ça un collimage de leur lecture. Donc là, ils ont un grand cahier et là-dedans, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Une photo de la page couverture, un bricolage, leurs impressions de lecture, un dessin d'une illustration d'un endroit du livre qu'ils ont aimé, un petit poème qu'ils ont aimé. Donc, c'est simplement une façon de noter ces lectures, de les documenter et de créer aussi un événement autour de la lecture. D'accord? On est toujours dans les activités de lecture. Vous pourriez inviter des grands à lire dans votre classe, hein, à lire à des petits. D'accord? Même approche, hein, pour mettre un peu d'excitation autour de la lecture, un invité mystère dans votre classe. Ça peut être le parent d'un élève, un grand-parent, la bibliothécaire, le directeur de l'école, une autre de vos collègues enseignantes. Vous faites un échange, peut-être même le concierge. Donc, ça crée de l'excitation dans la classe et l'invité qui va lire une histoire à vos élèves peut aussi contribuer à leur donner le goût de lire. D'accord? Profitez des journées thématiques pour organiser, hein, des lectures en lien avec ces journées-là. Comme là, évidemment, Noël, il y a beaucoup d'histoires de Noël. Le jour de la Terre qui s'en vient en avril, il y a énormément de livres, hein, qui parlent de l'environnement, de la pollution, des déchets, etc., etc. Saint-Valentin, elle est derrière nous maintenant, mais encore là, il y a beaucoup, beaucoup de livres qui abordent le sujet de l'amour. Noël, on a parlé de Noël tantôt.
belle activité que j'ai vue dans des classes où chaque enfant arrive en classe avec un livre emballé, un livre qu'il a apporté de la maison, pas besoin d'être un livre neuf. Et là, il y a un échange de livres et chaque élève repart avec un nouveau livre. Donc, un échange de cadeaux de livres usagés. D'accord? Lecture en cadeau. Lectomaton, ça aussi, ça peut être très excitant pour les élèves. Alors, qu'est-ce que c'est un lectomaton? C'est une chaîne de lecture. D'accord? Donc, l'élève choisit un livre et là, il choisit un passage dans ce livre-là et c'est court, là. Il lit à peu près 30-45 secondes. Et là, il se pratique, il se pratique. Donc, une fois qu'il est prêt, l'enseignante va le filmer en train de lire l'extrait qu'il a choisi et chacun, comme ça, va faire son extrait et ça fait un lectomaton. Et ça peut être mis sur la page de la classe pour que les autres élèves voient ce que leurs amis ont choisi de lire. Ça, c'est le principe du lectomaton. Je vous parle, et ça, c'est pour des élèves plus vieux, 5e, 6e année, secondaire. On leur demande souvent aux élèves de lire un roman et de faire un compte-rendu de lecture. Oh, je regarde le temps. OK, il me reste 10 minutes, c'est bon. De faire un compte-rendu de lecture. OK? Et ça, c'est vraiment pas très, très original et les élèves trouvent ça très plate. Alors, il y a un document qui se promène sur le web et c'est un document qui a au moins 20 ans. Et regardez, il est en anglais et ce document-là en anglais s'appelle 101 Ways to React to a Book. Et le mot le dit, hein, il y a 101 façons de faire un compte-rendu de lecture qui n'est pas un compte-rendu de lecture. Alors moi, j'ai pris le document et j'ai choisi les 20 activités les plus amusantes et je les ai mis en français, d'accord? Je ne vais pas vous les lire, mais je veux juste vous dire que les 20 activités, c'est un document que je vais mettre dans le compte-rendu que vous allez recevoir, que M. Hull va vous envoyer, d'accord? Donc, je vous donne juste un exemple, OK? Vos élèves ont lu un livre, alors vous pourriez dire, regarde, choisis l'une des activités, dessine la carte de ton roman et explique-la. Tes décorateurs, comment tu décorais la chambre à coucher du personnage dans le livre? Et explique-nous pourquoi. Imagine ce qui s'est passé avant le début du roman. Dessine une nouvelle page couverture, etc., etc. Ça, c'en est une que j'aime beaucoup. T'invites un des personnages à souper. Écris une note d'explication à ton père et à ta mère de pourquoi tu invites ce personnage-là. Dans ce cas-ci, c'est Harry Potter. Harry Potter s'en vient souper à la maison. Je vous explique pourquoi. Donc, vous voyez, c'est quand même plus original que de faire un compte-rendu de lecture. Écris une lettre à ton ami, puis explique-lui pourquoi tu veux lui donner une copie de ce livre-là. OK? Pourquoi tu l'as aimé. D'accord? Donc, ça, c'était d'autres façons de ne pas faire un compte-rendu de lecture. Et là, regardez, je vous mets ici des ressources sur Internet pour trouver des suggestions de lecture. Il y en a beaucoup. Peut-être qu'il y en a que vous connaissez déjà. Lire en Ontario. Constellation, c'est le site du ministère de l'Éducation du Québec. J'enseigne avec la littérature jeunesse, les ateliers de lecture. Tous ces sites-là, dans le compte-rendu, je vais vous mettre les hyperliens. Donc, vous allez avoir les hyperliens, vous allez pouvoir cliquer pour trouver ces sites-là. La Bibliothèque des Amériques, je vous en ai parlé tantôt. Je vous encourage fortement à vous rendre sur le site. Le lien va être dans le compte-rendu. Vous devez vous créer un compte, mais c'est gratuit, totalement gratuit. Et qu'est-ce que vous avez sur la Bibliothèque des Amériques? Vous avez des milliers de livres francophones numériques que vous pouvez lire avec vos élèves. Madame Manon me posait la question pour la plus grosse poutine du monde. La plus grosse poutine, la voici. Elle est sur la Bibliothèque des Amériques, donc vous pouvez l'emprunter. Madame Manon me dit combien de temps? Ah, une bonne question. C'est pas, c'est ça, c'est pas une durée. Je suis pas certaine que vous pouvez l'emprunter pendant 2 mois, mais sûrement plusieurs semaines. Je suis désolée, c'est une très bonne question, Madame Manon. On ne m'a jamais posé la question. Il faudrait voir, mais allez sur le site de la Bibliothèque des Amériques, vous allez voir cette information-là là, très rapidement. Il y a aussi des livres audio. Il y a des sélections par thème, par groupe d'âge. Et en plus, sur ce site-là, il y a des fiches de lecture. Donc, c'est vraiment pour les enseignants, c'est une mine d'or et c'est gratuit. D'accord?
Donc, Bibliothèque des Amériques, je continue. Même chose pour ceux qui ne connaîtraient pas Télé-Québec en classe, c'est vraiment fabuleux. Et la beauté de Télé-Québec en classe, et ça c'est nouveau depuis 1 an et demi, c'est que c'est maintenant accessible pour des enseignants à l'extérieur du Québec. Donc, tous les enseignants ici aujourd'hui sont en Ontario. Vous pouvez maintenant avoir accès aux trousses pédagogiques sur Télé-Québec en classe. Alors, ce que c'est ces trousses-là, il y en a pour les tout petits, première, deuxième, donc c'est par niveau. Vous avez le livre en format numérique. Ici, vous voyez, c'est Pablo trouve un trésor. Excusez-moi. Pablo trouve un trésor. Donc, vous pouvez le lire avec vos élèves en ligne et après, vous avez toutes sortes d'activités qui vont avec le livre. C'est vraiment, vraiment des trousses très, très bien faites et c'est gratuit. D'accord? Vous devez vous créer un compte. Voilà, Télé-Québec en classe, Communication Jeunesse, pardon, qui est un organisme à but non lucratif qui, à chaque année, il y a un site web, vous pouvez trouver leur sélection annuelle de livres jeunesse. Donc, il y a à peu près 600 livres jeunesse qui se publient chaque année, juste en français, là, au Canada. Donc, ça peut être très difficile comme enseignant de trouver quoi choisir à lire à vos élèves. Communication jeunesse vous aide pour ça. Ils font une sélection des meilleurs livres. D'accord? Je regarde le temps. Il me reste 4 minutes. Oh là là. Bookily, TFO, probablement que vous connaissez parce que vous êtes en Ontario. D'accord? Ça aussi, c'est gratuit. Et la beauté de Bookily, c'est que dernièrement, ils ont complètement rafraîchi leur plateforme. Et il y a maintenant sur Bookily une zone enseignant, il y a une zone élève et il y a une zone parent. D'accord? Et Bookily, même chose, c'est des livres que les élèves peuvent lire en ligne, soit en classe ou à la maison. D'accord? Et pour différents groupes d'âge. Je vous parle du projet Élodie, même chose, c'est des livres à lire en ligne gratuits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont traduits dans plusieurs langues. D'accord? Avec des activités pédagogiques. Ça, et ça, tantôt, je me souviens plus, une dame c'est peut-être Marie-Carmel qui est à Toronto, qui est en francisation. Élodie, c'est très, très bien pour des élèves qui sont en train d'apprendre le français. D'accord? J'enseigne avec la littérature jeunesse. C'est un site web et c'est aussi une page Facebook qui est suivie par des milliers d'enseignants. Ce qui est vraiment beau de cette page-là et de ce groupe-là, c'est que ce sont des enseignants qui font des activités pédagogiques autour du livre. Donc, c'est des activités faites par les enseignants pour les enseignants et encore une fois, c'est gratuit. J'enseigne avec la littérature jeunesse, ça c'est leur page Facebook. Kaléidoscope, ça c'est une bibliographie de livres pour tous les groupes d'âge, mais des livres qui sont sur la diversité, l'équité, à un monde égalitaire. Très, très belle bibliographie. Je vais vous envoyer le lien. Kaléidoscope. Collection Coup de poing, même chose, c'est une bibliographie gratuite. Ça, c'est vraiment pour des élèves plus vieux, 5e, 6e, secondaire, parce que c'est des livres sur des sujets chocs, comme le deuil, la guerre, le racisme. D'accord? Et là, je vais terminer. Mon Dieu, je pense que je vais terminer juste à temps. Il me reste 2 minutes. Je vais terminer en vous invitant à être un modèle pour vos élèves. Quand ils lisent en classe là, de façon autonome, si vous dites, OK, là, on prend 10 minutes, là, tout le monde va lire son livre, vous aussi, arrêtez-vous et lisez un livre. Vous allez être un modèle et ça va leur donner peut-être le goût de faire la même chose. Et là, je vais terminer sur cette phrase-là qui est d'une auteure australienne. Elle dit, la passion pour la lecture, elle est créée par les étincelles émotives entre un enfant, un livre et la personne qui lit. C'est très beau, n'est-ce pas? Les étincelles émotives. Alors, je vais vous encourager avec vos élèves à créer des étincelles émotives pour leur donner le goût de lire. Est-ce que j'ai arrêté de partager mon écran? Je pense que oui, hein? Oui, excellent. Il nous reste 1 minute. Désolée, je voulais arrêter un peu plus vite parce que je voulais vous laisser la place, mais on a encore le temps. Si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire dans le clavardage.
Et comme Oui, je l'ai dit en début, puis Monsieur Louis, j'espère que c'est OK, mais j'ai dit aux participants qu'il y a un compte-rendu détaillé avec toute l'information que j'ai donnée dans oui, l'atelier que je vais vous envoyer, que vous pourriez leur faire suivre. Est-ce que il n'y ça a pas de va? problème avec ça. Il faudrait juste mettre le formulaire pour la prise de présence. Est-ce qu'on l'a mis au départ pour que les gens puissent mettre leur adresse courriel afin que je puisse leur envoyer? Est-ce qu'on a ça ou vous voulez que j'aille le chercher ou Louis, est-ce que ça, c'était ma responsabilité? Oui. non, non, ben ça va. Non, c'était... Non. On peut peut-être que tout le monde, vous pouvez mettre votre adresse courriel dans la boîte de clavardage. Ça va rester, puis moi, je vais les reprendre, puis après ça, on va vous envoyer ça. Et bonne idée, bonne idée. Et puis, ben moi, je veux juste dire, André, encore une fois, tu as l'étincelle aujourd'hui qui fait en sorte, je vais reprendre ta citation à la fin, cette étincelle qui nous donne vraiment le goût de lire et de parler et de faire lire et de donner 12 milliards de stratégies pour que nos enfants soient des amoureux de la lecture. Alors, tu as été l'étincelle, puis je pense que le feu a pogné. Vraiment, là, c'était Oh, pas juste une étincelle, c'était plus que ça. Alors, formidable. moi, Je vais les courriels. je vais arrêter l'enregistrement, puis après ça, ben, si on a des questions, hein, comme tu as proposé tantôt, eh bien, vous pourriez Oui, tout le monde les mettre dans le boîte de clavardage ou encore ça... prendre le ou micro parce ouvrez qu'on votre... on n'est pas beaucoup aujourd'hui. Alors, Oui, silence radio, je termine le tout. Fait que merci, et puis on reprend dans 30 secondes. d'accord. Je vois les adresses courriels qui s'en viennent, Excusez-moi. c'est formidable. Hey, je m'excuse. Oh oui, Madame Je Marie-Carmen, m'excuse. oui. Oui.